The future is not just happening. It is basically a biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? The future is built by us, by a powerful community, you here in this room. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? Individual carbon footprint tracker. Ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oui. Comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petites choses à petites. D'une société où personne ne peut se cacher. Tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. N'ayons pas peur. 2022 will be a critical year in the history of the world. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, fiction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, et ne rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Il n'y a pas de volonté de forcer les Français à réduire leur consommation. Il y a une volonté d'accompagner des comportements vertueux. C'est ce que le gouvernement chinois appelle le crédit social. Il y a une volonté d'accompagner les des comportements vertueux. En fait, il est en train de nous dire qu'on va devoir être fiers de se sacrifier. Et là, il y a quand même un parallèle avec des propos qui ont été tenus notamment à Davos. Le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire. Ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Le courant de pensée de Klaus Schwab sur le fait qu'on va devoir passer à un tout autre mode de vie. La facture électrique pour 2023 va doubler. Actuellement, on assiste à ce qu'on appelle une démolition contrôlée. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que ces personnes ont choisi les 4 cavaliers comme modèle pour une raison précise. Vous devez vous attendre à ce que les choses soient pires encore. Celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Ils ont essayé de nous conduire vers quelque chose, ils préparent quelque chose. Je vis ça comme une mission. Et c'est demain que ça va se passer. Nous avons tous trop vécu dans l'insouciance. La fin pour qui en avait une forme d'insouciance. Et donc ça sera aux populations de se révolter. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Révolution, ça s'appelle Révolution, il y a 265 pages, 16 chapitres. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est cette 4e de couverture, regardez. D'habitude, on peut lire ici un petit résumé de l'auteur, du livre. Ben non, là aujourd'hui, le résumé, ça ne vaut que par la photo. Une photo. La photo qui dit tout. Ce serait mentir que de prétendre que nous pourrions sortir de cette mondialisation pour vivre mieux. C'est un mensonge coupable.
À Paris, l'Arc de Triomphe est pris d'assaut. Pourquoi vous nous faites ça? On vous demande d'être avec nous. Pour le peuple, putain. Pour la France. Après les Gilets jaunes, à l'acte 3, il faut se souvenir d'un mot, d'une phrase qui a été écrite et dite par Castaner. C'est que lorsque les Gilets jaunes ont défoncé la porte de Benjamin Griveaux, je pense que vous vous en souvenez avec le chariot élévateur, il a dit cette phrase: « Il ne faudrait pas que la bête que nous avons créée nous échappe. » Alors, je vais dire une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, et là je vais peut-être en blesser quelques-uns, a été organisé par le pouvoir politique. Le système essaie de me soudoyer, d'accord ? Ben, je vais vous dire un truc, ça n'a jamais existé parce que le système aussi crée en fait des faux mouvements sociaux. Le convoy, France-Europe, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Tant c'est un faux mouvement lancé, alors qu'il y a aussi le convoi de la liberté à côté. Oui. Il y a des choses qui sont concurrentielles actuellement. Moi, on m'avait demandé en septembre de lancer, tenez-vous bien, roulement de tambour, les gilets rouges. On m'avait filé le plan de com. Et après les foulards rouges. Le plan de com, les gilets rouges. Tenez, vous aurez 50 000 balles pour démarrer. 50 000 balles, hein, d'accord ? Par contre, bon, les discours, c'est nous qui les faisons maintenant. Hein, puis vous faites que là, de la mousse. Voilà, puis, je leur dis, bah, allez vous faire voir. Mais comment ça se passe, ça? Comment ça se... Vous êtes approché. Vous êtes approché par des gens, chefs d'entreprise, différentes choses. Progressivement, ils s'insinuent. Ils vous rencontrent une première fois, on discute, on rediscute, des valeurs, différentes choses. Mais eux, leur plan derrière, c'est uniquement en fait de perpétuer leur modèle. De prédation, de contrôle social, tout ce que vous voulez. Donc ils ont besoin de la grande gueule juvingue, comme ils ont besoin d'autres grandes gueules dont l'écho porte quand on fait des manifestations, pour les retourner et orienter en fait la colère sociale ou toutes ces personnes qui s'agrègent autour de personnes, autour de projets, autour de personnes, une fois qu'elles sont agrégées et que la personne au milieu les déçoit, ou les trahit, ou s'arrête, ou disparaît, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ça explose. Le mouvement social explose en lui-même en fait. Il se scinde. Et c'est une stratégie de manipulation de la colère sociale pour gagner du temps. Et éviter en fait que des révoltes deviennent des révolutions, et donc derrière, fassent perdre le contrôle à tout un système de l'État profond, contre l'État-nation. Avec Eric Revel, on va partir à Hong Kong, puisque la tension monte d'un cran. Là, c'est bien plus sérieux, puisque des étudiants sont retranchés dans un campus. Les forces de l'ordre menacent désormais de tirer à balles réelles. Est-ce qu'on a un risque d'éventuelle contagion maintenant à l'heure du global, à l'heure justement où les étudiants manifestent en France? On a déjà fait un lien entre ce qui se passait à Hong Kong, vous vous souvenez, au Liban, au Chili, on pourrait parler de la Bolivie. Bon, il y a eu le premier anniversaire des Gilets jaunes le week-end dernier. Oui, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu cette discussion avec, excusez-moi, parce que en fait c'est l'oligarchisation du monde avec des oligarchies qui se coupent de leur peuple respectif et qui préfèrent avoir des contacts avec les autres oligarchies. Vous savez, c'est le mot que j'avais trouvé incroyable de Glucksmann quand il présentait sa liste et qu'il a dit j'ai plus de points communs avec les gens qui habitent à New York qu'avec les Français qui habitent dans la Creuse. C'est la même oligarchie? Ah non, mais oui, pour moi, c'est le principe. Vous avez compris, c'est pas la même. Mais si vous voulez, c'est le principe d'une oligarchie mondialisée, ce que Chevènement appelait les élites mondialisées, vous vous souvenez, et qui coupait chacune de son peuple. Et là, Eric a raison, c'est très frappant et qui a défendu pendant des années, avec des choses différentes d'ailleurs. C'est ça. De la fameuse mondialisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on délocalisait, mais on avait créé d'autres types d'emplois et tout ça allait se traduire en pouvoir d'achat. Et en fait, le point commun de toutes ces révoltes, révolutions qu'on voit se dérouler dans le monde, dans une partie du monde entier, notamment en Amérique du Sud, c'est la grande révolte des classes moyennes, de ces classes qui estiment qu'elles sont restées, et à mon avis à juste titre, en marge de cette mondialisation qu'on leur avait vendue comme heureuse et qui pour elles se traduit par des situations de paupérisation extraordinaires. On sait aujourd'hui qu'il y a toutes les révolutions oranges, vous savez, à la périphérie de l'ancienne URSS, étaient manipulées par les Américains et en particulier par les organisations de Soros et compagnie, qui avaient formé les leaders des révolutions oranges. Maintenant, tout le monde le sait.
est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dans le même cas? Je ne sais pas si ça concerne toutes les révolutions dont vous parlez qui étaient manipulées par Soros. On sait aujourd'hui que toutes les révolutions de les pays de l'Est, les types étaient allés se former auparavant aux États-Unis dans les organisations de Soros. Oui, enfin en Pologne, c'est pas une révolution orange, la Pologne. Non, mais enfin... Moi, je vous parle pas avant l'URSS, quoique il y avait des contacts, mais je vous parle depuis... C'est l'élection d'un pape polonais, sans doute, qui a fait souffler un vent de liberté en Pologne. Depuis la chute de l'URSS. Éric Zemmour, pour vous, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de révolution spontanée? Pour vous, c'est pas possible. Vous n'y croyez pas? Non. Éric de Ridmaten. Vous savez, tous les leaders de la Révolution française étaient payés par les Anglais. Il ne faut jamais oublier ça. Mais 68, ça a donné quoi? Tous ceux qui soi-disant faisaient la révolution, c'est ceux qui sont en Europe maintenant. C'est les mondialistes. Ils sont devenus mondialistes comme Bendit et compagnie. Faut arrêter, faut regarder la vérité en face. Tous des menteurs, tous des politiciens. Il n'y a que leur propre intérêt qui les intéresse. La révolution, c'est une belle connerie. En Russie, ça a été une belle connerie, ils se sont bien fait avoir. En France, on s'est bien fait avoir. C'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir à la place des nobles, ils les ont fait décapiter, et le peuple, il n'a jamais eu le droit à rien du tout. Il avait moins de liberté après la Révolution qu'avant, justement. Si vraiment on dissèque les choses et qu'on étudie bien l'histoire. Donc, non, la Révolution, non. Chaque génération a eu ses problèmes. Là, la génération qui vient a ses problèmes pour le boulot, par l'inflation, etc. Et l'énergie. Et l'énergie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu l'Algérie, il a fallu que j'y aille, etc. J'ai risqué ma peau. Chacun a ça. Ma génération avant, c'était la guerre. Et chaque génération a des emmerdes. Il faut les surmonter. On est costaud, hein? Donc on sent qu'il y a vraiment la haute finance qui est derrière et qui a préparé ça. D'ailleurs, c'est venu dans la foulée du Covid. George Orwell était gentil avec 1984. Que se crée une autre dimension. Satan donc, pour commencer, Pauline Simonet. Satan, voilà, aujourd'hui, l'ennemi des Russes, les officiels et leurs relais de propagande, on va voir ça, sont en train de transformer cette guerre en un combat contre les forces sataniques. Le discours est sidérant. Et parmi les cibles, parmi les représentants du mal, il y a, on en parle à l'instant, Emmanuel Macron. Oui, effectivement, c'est le propagandiste en chef du Kremlin, de la télé russe, Soloviev, qui a effectivement accusé Emmanuel Macron d'être sataniste. Je vais te dire, Macron, je ne sais pas qui t'a appris l'histoire des religions. Mais ton idée du rôle de la religion n'a rien à voir avec la réalité. C'est pathétique. Insignifiant petit sataniste. Mais il y a ce que disent aussi les officiels russes aujourd'hui. Alexei Pavlov, membre du Conseil de sécurité de Poutine, il dit aujourd'hui, il explique « Je pense qu'avec la poursuite de l'opération militaire spéciale, il devient plus qu'urgent de mener à bien la désatanisation de l'Ukraine. » Et il précise, pour lui, l'Ukraine a abandonné les valeurs orthodoxes. L'Ukraine est maintenant une hypersecte totalitaire, c'est ce qu'il dit, composée de centaines de petites sectes. On a encore ce vocabulaire-là, désatanisation. Comme le disait Sergei Janov, le coup des nazis, ça n'a pas marché, donc on parle de Satan aujourd'hui ? Est-Ouest est l'axe historique de Paris et constitue l'un des canevas de développement des monuments souhaités par le président. L'axe Nord-Sud suit le méridien de Paris. Il est matérialisé par 135 médaillons de bronze. Le pays qui parvient à décréter qu'une longitude devient le méridien zéro des fuseaux horaires devient en quelque sorte le maître du temps. Et c'est au croisement entre ce méridien et l'axe historique de Paris que se trouve la pyramide. Il s'est fait élire en 2017 avec 66,06% des voix. Cette fameuse règle des 6. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, si dans les 6 prochaines semaines, pas plus de 6 à table. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. So in France now, I mean with the president, with a young global leader.
parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. D'abord, on va les implanter dans nos vêtements. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Je souhaite pour 2027, il y ait une alternative de gauche. 2027. Oui. Très bien. Après son deuxième mandat. Et je me souviens d'un dîner en 88 chez Monsieur Attali et on parlait de dépopulation. Tu n'as jamais perdu. Pourquoi? À ton avis? Parce que t'es méchamment bon. Ouais. Mais pourquoi? Appelle-moi papa. On devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, un président Macron est le qui. Emmanuel Macron, dans une interview au Parisien, se qualifie lui-même de maoïste. Cela a fait l'objet d'une dépêche AFP intitulée « Révolution culturelle ». C'est un terme de Macron qui multiplie les références au maoïsme. Entre révolution culturelle et longue marche, Emmanuel Macron multiplie les références surprenantes à la Chine communiste, au point de se qualifier lui-même de maoïste au nom de la supposée efficacité de son mouvement. Je suis maoïste car pour Mao, un bon programme, c'est ce qui marche, explique le candidat d'En Marche dans une interview au Parisien, etc. Tout cela est inquiétant quand on connaît l'histoire, et justement, on va vous lire des passages du livre noir du communisme, un livre qui a réuni les meilleurs historiens, mais les meilleurs experts du communisme, qui décrivent ce qu'était le prétendu bond en avant chinois, la longue marche et la révolution culturelle de la Chine communiste, avec les laogai, les camps de concentration. Plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très très rares. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000, et une hospitalisation toutes les 4430 vaccinations Covid, et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. Madame la Présidente, messieurs, mesdames les sénateurs, alors en effet quelques chiffres et vous vous interrogez sur la sous-déclaration en pharmacovigilance qui en effet est une question récurrente et on le sait, il y a une sous-déclaration en pharmacovigilance. Néanmoins, sur cette campagne d'une ampleur inédite, nous sommes à la mi-novembre à plus de 110 000 déclarations d'effets indésirables. Pour vous donner un ordre de grandeur, les années sans pandémie, si je puis dire, on est plutôt autour de 45 000 événements indésirables qui sont enregistrés dans la base nationale de vigilance. Donc, tout médicament confondu, exactement. Alors que là, sur les seuls effets indésirables des vaccins, on est à plus de 110 000. Donc, j'ai envie de dire, même s'il y a une sous-déclaration, on est quand même très largement informé et la surveillance porte véritablement sur l'ensemble des effets. Est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête pour les effets secondaires? Non, il faut être transparent. Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Les patients qui ont été vaccinés sont suivis. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucune alerte. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il n'y a pas d'alerte. La santé n'est absolument pas menacée. En France, 190 000 effets secondaires, 25% de graves. Il n'y a pas d'alerte. Il y a des effets qui sont irrémédiables. On voit des gens qui sont amochés à vie et des gens qui sont morts. Pas d'alerte. Pas de danger pour la population. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Qui a fait une chose très simple. Il a amené
En fait, ça me dégoûte, quoi. Il a amené des ouvriers qui lui faisaient confiance, il les a amenés au QG de Emmanuel Macron. Donc on est allé le voir au QG de En Marche et on a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc il ne s'agit pas là de mettre en cause l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Nul ne le sait, Emmanuel Macron n'avait aucun pouvoir pour eux, ne pouvait rien faire pour eux. Il les a amenés là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait monter dans le QG de campagne, et il a commencé à négocier avec Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a commencé à négocier? Un duel qui permettrait de mettre en scène leur violence et de mentir aux Français, en fait, leur opposition, et de donner l'impression qu'il y avait une lutte alors qu'en fait tout était programmé. Parce que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sera pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de sinon de tout ça. Voilà. Instrumentalisé. Vous vous souvenez des images d'Amiens la semaine dernière? Ce moment où François Ruffin demande qu'on croie à sa sincérité. Qu'on ne mette pas en cause ma sincérité. À deux reprises, et je vois que Madame la préfète opine, à 2 reprises, si, Madame Pompili. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République. Très fort, comme tout à l'heure, sur la xénophobie, M. Mélenchon, c'est le mauvais. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. C'est une légère exagération. J'ai promis de vous amener une carte comme vous ne l'avez jamais vue la Méditerranée. C'est une merveille. Vous allez la voir depuis la mer Noire, et c'est là que vous comprenez que c'est qu'un petit lac, avec une entrée par le détroit de Gibraltar. Au revoir, bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Vous pensez ça ou pas? Je me rappelle pas comment j'ai dit ça. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Quel malheur, ah oui. Alors, y a quelqu'un qui me dit, alors vous l'avez traité de pire xénophobe, je sais même pas de quoi il me parlait. Alors je dis, ah bon, je crois pas que j'ai dit ça. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit, s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. J'ai toujours dit aux Françaises et aux Français la vérité. Moi, je le verrais plus dans la vérité si je mens. Moi, plutôt. Mon ami. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Tu vois, il est réglo. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dise méprisant. Emmanuel Macron méprise les Français. Avec une banane comme ça, L'air méprisant qu'il prend. Mais ce n'est pas acceptable. Oui. J'ai remis 11 milliards par an. Oui. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure? la frite elle est à 8 francs, la saucisse à 12. Et je vais vous dire, J'ai très envie de les emmerder. j'essaierai pas de parler à l'intelligence collective, ni aux fainéants. Je suis toujours allé au contact des gens qui ne sont rien. Quand on a du mépris, on s'en fiche. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant? Voilà le type de message incroyable que s'échangeait durant le Covid le Premier ministre anglais Boris Johnson avec le ministre de la Santé Matt Hancock et d'autres responsables politiques. Le journal britannique The Telegraph a pu mettre la main sur plus de 100 000 messages WhatsApp de ce type et les dévoile peu à peu tous les jours dans le cadre d'une enquête baptisée Lockdown Files, les dossiers du confinement en bon français. On pourrait même dire les grosses casseroles du confinement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces messages? Eh bien, ils mettent en avant l'incompétence et le cynisme des dirigeants anglais durant la crise Covid. Par exemple, dans une conversation entre le ministre de la Santé Matt Hancock et le secrétaire du cabinet Simon Case, les deux hommes se moquent ouvertement des personnes mises en quarantaine. J'aimerais trop voir la tête des passagers de première classe qui descendent de l'avion pour se retrouver dans une minuscule chambre. 149 personnes sont entrées dans le pays et sont maintenant dans un hôtel de quarantaine de leur plein gré. C'est hilarant.
Plus grave, certains messages révèlent une véritable manipulation de la population pour l'effrayer, comme cette conversation entre Matt Hancock et Damon Poole, son conseiller en communication. On fout la trouille à tout le monde avec cette nouvelle souche du virus. Oui, c'est comme ça qu'on les fera changer de comportement. Quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant ? Dans un autre message, Boris Johnson se montre carrément sceptique sur la dangerosité du Covid et la nécessité des mesures prises. Si j'avais 80 ans et que je devais choisir entre détruire l'économie ou risquer une maladie avec 94% de chances de survie, je sais ce que je préférerais. Le ministre de la Santé Matt Hancock se permet même à un moment une petite blague complotiste. Dit à Bill Gates qu'avec tous les gens à qui j'ai injecté ces puces électroniques, il m'en doit une. Dernière révélation en date, Chris Whitty, le médecin en chef d'Angleterre, estimait en février 2020, je cite, « Le Covid n'est pas assez meurtrier pour justifier le développement accéléré d'un vaccin ». Demain à Genève, une manifestation demain à Genève, place des Nations, demain à 14h, samedi 27 mai. Souveraineté des peuples face à la prise de pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé sur les États et du futur traité pandémie, menaçant les libertés fondamentales de chacun, faisons front tous ensemble. Ça, c'est le slogan de la manifestation. Et nous avons avec nous Chloé Framery, qui est lanceuse d'alerte et informatrice. Bonjour Chloé Framery. Bonjour André Berkoff, est-ce que vous m'entendez? Eh bien écoutez, on vous entend très bien. Et alors voilà, vous êtes donc en direct de Genève, vous m'appelez de là, et en fait, je vois alors ce qui se dit, oui, l'Organisation mondiale de la santé préparerait, mais toujours conditionnel, un traité plan pandémie à venir. Les pays qui ratifieront ce traité seront soumis à une tyrannie sanitaire lors de la survenue d'une nouvelle épidémie décrétée par l'OMS. Donc, en fait, ce qui se dit, enfin par certains, il y a un plan pandémie qui se prépare. Alors, ça veut dire quoi? Y a-t-il une nouvelle pandémie qui est annoncée, Chloé Framery? Expliquez-nous. Alors, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, parce que ce n'est pas une supposition, c'est effectivement un traité qui est en train de se négocier en ce moment à Genève jusqu'au 30 mai. Là, il y a la session de l'Assemblée mondiale de la santé, la 76e. Oui. Et ce traité est censé être adopté l'année prochaine, en mai 2024. Commençons par rappeler, bien sûr, que l'OMS, dans sa tentative de putsch mondial, intègre toutes les raisons de pouvoir faire usage de ces pouvoirs abusifs qu'elle espère se voir octroyer. Et donc, après les pseudo-urgences sanitaires, maintenant se profile la question climatique et d'autres questions, avec un agenda qui malheureusement est devenu clair au cours du temps, qui est porté par toutes les élites mondialisées. Donc c'est les villes de 15 minutes, vous trouverez tout à proximité de votre logement et n'aurez pas le droit de dépasser le périmètre qui vous sera assigné. Le fait de manger des insectes, ils ont une obsession à ce sujet. L'effondrement financier a déjà été annoncé par Jacques Attali, inflation galopante, wokisme bien sûr, passe climatique dans la suite du pass vaccinal avec l'identité numérique, taxe carbone, vaccin trimestriel, surveillance numérique, pédophilie bien sûr, en voie de promotion et de légalisation par l'OMS, la monnaie numérique centralisée qui permettra de vous sanctionner ou de vous bloquer l'accès à vos avoirs à volonté, les pénuries alimentaires, la fin de la propriété qui est déjà annoncée en France, le rationnement de l'eau et le transhumanisme. C'est ça l'agenda et il n'y a plus aucun doute à avoir et donc il n'est plus temps effectivement de réfléchir ou de palabrer, sachant que comme Jacques Attali l'a dit récemment chez André Berkoff, mais le nous était particulièrement de circonstance en ce qui le concerne, nous créons, a-t-il dit, les conditions d'un suicide de l'humanité. Et vraiment, il est important que nous sortions de ces positions polies et passives. C'est vrai qu'ils nous ont énormément attaqués pour clore tout débat et empêcher toute dissidence en nous traitant de anti-ceci, de pro-cela, d'extrémistes de droite, enfin je vous passe la liste. Mais si on croit que c'est en obéissant que ça va s'arrêter, c'est le contraire. C'est parce que nous obéissons que ça continue. Et entendons-nous, la plupart d'entre eux sont soi-disant bien intentionnés, c'est-à-dire qu'ils se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Ils ne font pas l'effort de chercher à savoir ce qu'il en est, étant donné qu'ils ont été embrigadés dans l'endoctrinement mis en œuvre par les élites mondialisées et les médias qui sont leur arme de destruction massive. Mais donc nous devons rejeter unilatéralement cette classe politique qui trahit nos intérêts. Ou est-il besoin de rappeler qu'il n'y a plus de justice, que les forces de l'ordre ne sont plus des forces de l'ordre, mais une milice au service des pouvoirs en place? Et donc, nous sommes au pied du mur de ce constat, comme l'affirmait le très grand philosophe anarchiste
Pierre Kropotkin, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Et c'est à nous maintenant de mettre un coup d'arrêt à ce délire mondialisé. En fait, nous avons une masse critique qui nous le permet, et à nous de trouver les moyens et les leviers qui nous permettront d'arriver à bon port. En rappelant une fois de plus que pas d'OMS, pas de pandémie, pas d'OTAN, pas de guerre, pas de GIEC, pas d'urgence climatique. Ce sont ces organisations internationales, aujourd'hui profondément mafieuses et misanthropes, ennemies de l'humanité, qui dictent le bal. La Chine développe actuellement un immense plan d'investissement de 1000 milliards de dollars afin de renforcer ses échanges commerciaux et de la connecter avec le reste du monde. Grâce à ce projet baptisé les Nouvelles Routes de la Soie numérique par Xi Jinping, 60 à 80 pays devraient pouvoir bénéficier des technologies de surveillance chinoises. « 60 à 80 pays, dont la France, qui au printemps 2019 recevait en grande pompe le dirigeant de l'Empire du Milieu. Une visite dénoncée par plusieurs associations de défense des droits de l'homme. Nous sommes réunis aujourd'hui à cause du passage de M. Xi Jinping, président de la République populaire du Chine, à Paris. Nous savons que M. Xi Jinping est en train d'ouvrir ce qu'il appelle les nouvelles routes de la soie et qu'il espère inonder le monde à la fois avec ses produits chinois, mais aussi avec ses valeurs, comme on dit. L'avion, pour terminer, vous dites dans Le Parisien, je suis à titre personnel favorable à un système communiste. Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à 3 ou 4 vols par avion dans votre vie, dont 2 dans la jeunesse. Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vos parents... Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc. Vous vous rendez compte le pays dans lequel nous sommes? Vous avez la Cour des comptes qui donne ses injonctions pour nous dire le nombre de grammes de viande que nous devons manger. Et bien, il y en a un autre qui veut qu'on prenne simplement l'avion une fois par an. Mais qui sont ces gens? C'est l'esprit de Davos. Le discours que défend de Grete Fazet, le livre de Klaus Schwab, c'est aussi un discours écologique. Comme par hasard. Éric Piolle vient de lancer un étonnant appel, celui d'une transformation intégrale du calendrier pour en supprimer les fêtes chrétiennes. Dans l'esprit du mondialisme, il y a 2 entités à détruire, la France et l'Église. To deconstruct our own history. Comme par hasard. La créature échappe à son créateur. Donc des gens qui participent au monde de l'intelligence artificielle disent on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprend pas exactement ce que l'on crée, on ne comprend pas exactement ce que l'on met au monde, si vous me permettez cette image, et nous pourrions demain être dominés par ce que nous avons créé. On arrive à ce moment exceptionnel dans l'histoire humaine où ce que nous avons créé nous dépasse potentiellement, où nous mettons en scène une forme d'intelligence supérieure dont on ne connaît pas encore les mécanismes. On est finalement arrivé à ce moment de boom technologique qui nous condamne à l'obsolescence. Et ça, on appelait ça, dans les petits milieux qui s'intéressent à ça, la singularité. La singularité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez? C'est un concept. Il y a quelques années, si vous parliez de la singularité, on vous prenait pour un gros débile. On disait, ah oui, t'as peur qu'il y ait des robots de dominent, toi. Petit, oui, complotiste aussi. Oui, complotiste débile d'extrême droite. Mélangez les termes, comme ça vous lancez, ça fait une recette. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens de qualité dire la singularité, c'est peut-être pas dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est peut-être dès maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je le redis, c'est le moment où il y aura un basculement. Most of the great morally based revolutions in human history have been significantly led by young people. The movement to solve the climate crisis and to solve it in time must be led by young people. The school strike movement, the Extinction Rebellion, other movements that are springing up around the world are being led primarily by young people.
to the biggest climate session at Davos, averting a climate apocalypse. We are going to start with some words from Greta Thunberg. L'activisme des jeunes augmente dans le monde entier, révolutionné par les médias sociaux qui augmentent la mobilisation à un point qui aurait été impossible auparavant. Il prend de nombreuses formes différentes et aborde des questions aussi diverses que le changement climatique, les réformes économiques, l'égalité des sexes et les droits LGBTQ. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne fait guère de doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'élan critique pour le grand reset. We need a great reset. I was 21. I finally realized that I was gay. Now imagine the situation when an algorithm can tell any teenager where he or she is on the gay-straight spectrum. Astaghfirullah. Complotisme. We need a great reset. We need reset. 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 We need reset. Reset. Great reset. Reset.